J'enregistre maintenant. Donc, elle se terminera à 19h30, je l'ai dit, et on pourra rester éventuellement s'il y a des gens qui veulent rester pour qu'on puisse répondre à des questions. Jean-Luc et moi, en tout cas, tous les deux, on restera. Donc, on va souhaiter la bienvenue à Francis, Alain, Frédéric, Grégoire, Edith, Dorothée, Eric, Emmanuel et à Jean-Luc à qui je laisse le, le micro. Ok, merci Jean-Yves. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est là pour témoigner, d'ailleurs sur l'invitation du Business Agility Institute. Merci Jean-Yves, merci. C'est quand même c'est un moment assez important pour nous de venir là parce que c'est un événement prestigieux. Donc, on est content de pouvoir témoigner dans ce cadre-là. Et puis, ça nous fait dire que si ça intéresse du monde d'avoir notre retour d'expérience, c'est que c'est peut-être pas si mal ce qu'on essaie modestement de mettre en place. Donc, pour nous, en tout cas, c'est une bonne chose. Une bonne chose. Alors, ce que je te propose, Jean-Yves, c'est je vais essayer pour que tout le monde ait quand même la même vision de ce qu'on est en train de mettre en place au sein de la région Occitanie, de résumer la formation qui dure plusieurs mois en 5-10 minutes maximum, et puis à partir de là, laisser la parole aux managers qui l'ont suivi et aux collaborateurs pour que ce soit eux qui témoignent. Ok, moi, je vais essayer de faire le plus court possible. Alors, dans les grandes lignes, il y a deux choses qui sont particulières, on va dire, sur la formation qu'on a déployée au sein de la région. C'est premièrement une formation avec un format pédagogique assez original. Sans rentrer trop dans le détail, on est parti du principe qu'on n'apprend pas à jouer au tennis en lisant des livres. On apprend à jouer au tennis en allant sur un cours et en jouant très régulièrement. Si on lit des livres sur le tennis, ça ne marche pas. Donc, on est parti du même principe pour former les managers. C'est-à-dire qu'on a mis une formation qui était basée sur de la pratique, sur le cours, régulièrement, tous les jours. Voilà, au même titre que l'entraînement sportif. L'autre particularité de la formation, c'est que 50% de la formation se passe entre pairs, donc entre les personnes qui font la formation, mais sans nous, sans le formateur. C'est-à-dire qu'ils font des exercices ensemble, comme si c'était un entraînement de tennis. Ils trouvent un partenaire pour venir taper des balles et ils tapent des balles. Ils s'entraînent à faire des coups droits et des revers, des gestes techniques de management, pas forcément pas des revers, bien sûr, mais sans le formateur. Donc 50% de la formation se fait en mode vraiment délégatif. On verra que c'est important par la suite parce que c'est quelque chose qui est aussi modélisant par la suite. Et donc ça, ils le font pendant 2 mois. Les managers rodent des gestes techniques de management pendant 2 mois, tous les jours, à raison de 20 à 30 minutes par jour. Donc il y a des journées entières de formation et des séquences quotidiennes de rodage de gestes techniques. On verra par la suite lesquels, mais ce format-là, il est assez original. Et ça permet quoi? Ça permet à la fin d'acquérir des compétences durables, parce que quand on a fait 2 mois de revers, on sait faire un revers. Et donc, les managers ne repartent pas avec simplement de la théorie ou des outils qui sont adaptables que dans une situation, mais des vraies compétences qu'ils peuvent mettre à disposition de leurs équipes dans quasiment toutes les situations de leur vie quotidienne en tant que manager, et des fois même au-delà. Donc voilà, ce format pédagogique, il est très particulier et c'est en partie sur lui que repose une grande partie de l'apprentissage. La deuxième chose qui est intéressante et peut-être à noter là sur cette formation, c'est la base de son contenu. Qu'est-ce qui est appris dans cette formation? Pour faire un résumé rapide, il y a 2 choses majeures. La première chose, c'est qu'on considère que le management, c'est un métier, et c'est un métier d'accompagnement. Grosso modo, c'est un métamétier, c'est-à-dire c'est un métier par lequel le manager va faire en sorte que les gens qu'il manage fassent leur métier eux-mêmes de la meilleure manière qui soit. Donc, ce n'est pas un expert. On part du principe que le manager, ce n'est pas un expert, c'est quelqu'un qui va accompagner des personnes à faire eux-mêmes leur métier de la meilleure manière qui soit. Donc, c'est un métamétier, c'est un métier d'accompagnement. On développe ça, bien entendu. Et ça permet en fait d'amener le fait qu'on propose aux managers de passer du contrôle à la confiance. Parce que justement, on leur propose de ne plus être dans cette position d'expert, de super expert manager, mais au contraire, d'un manager qui va permettre à son équipe d'avancer, de progresser et de résoudre elle-même ses problèmes parce que le manager va les accompagner de la bonne manière. Donc, généralement,
en tant que formateur, je me rends compte que la majorité des formations s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'elles développent tout ça de manière extrêmement détaillée. Elles expliquent au manager qu'il faut qu'il change de posture, qu'il passe du contrôle à la confiance, qu'il faut qu'il délègue, etc. Mais ça s'arrête là. Et souvent, le manager retourne dans son bureau, on ne lui a pas dit comment faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet son costume. Et donc, la formation qu'on propose, nous, c'était totalement l'inverse. C'est que ça, c'est vraiment l'introduction. Et ensuite, à partir de cette introduction-là, qui dure maximum 1 heure, il y a 2 mois de travail sur du rodage de pratiques techniques hyper concrètes. Donc, comment faire? Et comment faire, c'est ça qu'on voit dans la formation. Alors, comment faire? Bien, en fait, on permet au manager de roder plusieurs choses. La première chose à roder, c'est le fondement du métier de manager, qui est le silence. Donc, on apprend premièrement au manager à se taire. Ça paraît extrêmement paradoxal dit comme ça, mais ça fait partie de la base fondamentale de ce que doit être un bon manager. C'est quelqu'un qui doit arriver à écouter. Donc, on apprend aux managers à se taire. C'est extrêmement difficile pour eux au départ, ils pourront peut-être en témoigner. Ça demande beaucoup d'énergie et ça demande surtout 1 mois. 1 mois de rodage, 1 mois de pratique. Voilà. Et puis, ça rame, mais c'est très intéressant. La deuxième chose que l'on apprend et qu'on leur fait roder, c'est un peu en lien avec la première chose, c'est d'accepter de ne plus avoir de réponse à donner. Si vous voulez, si vous mettez des commentaires dans le chat, on pourra développer pourquoi, mais grosso modo, on apprend au manager à ne plus avoir systématiquement de réponse à donner, même à ne plus avoir de réponse à donner. C'est très important dans la posture de manager. On verra pourquoi tout à l'heure, si vous voulez. Et donc ça, la première chose, apprendre au manager à respecter les silences, à se taire, à écouter, et deuxièmement, à ne pas systématiquement se sentir obligé de donner des réponses, ça fait que les managers, ils doivent forcément apprendre à se contrôler eux-mêmes. C'est le premier rapport de la formation. On rôde ça, et du coup, les managers arrivent à se contrôler eux-mêmes sur ces deux volets-là. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'amener un troisième volet qui, du coup, lui, va démultiplier la puissance du rôle de manager, qui est le fait de, étant donné qu'on leur a appris à ne pas donner de réponse, à faire l'inverse, c'est-à-dire à poser des questions et des bonnes questions. Et pour ça, on travaille avec les managers et on leur apporte des techniques de coach, à la fois sur l'écoute et sur les questions, qui sont des bonnes questions, pas n'importe lesquelles. Et ce sont des questions qui permettent aux équipes de se développer, etc. Donc, voilà, on apprend aux managers à apprendre à se gérer eux-mêmes et ensuite à permettre à leurs collaborateurs, à leurs équipes, de se développer par une posture complètement différente et par des questions qu'ils posent qui permettent aux personnes principalement d'envisager leurs problématiques ou leurs sujets sous un angle différent et qui leur permet du coup de trouver des solutions. Voilà, je résume en 5 minutes là une formation qui dure 2 mois, donc forcément c'est extrêmement léger et c'est très succinct. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, Jean-Yves regardera ça et si vous voulez que je développe un point particulier, je le ferai. Voilà, donc ça permet quoi? Ça permet au final, mais ça ce sont les gens qui témoignent qui pourront peut-être l'attester, mais en tout cas l'idée c'est que ça permette aux managers quand ils sont avec un collaborateur en individuel de lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de progresser à la fois dans ses compétences et dans son autonomie, parce que justement on ne va pas lui donner des réponses systématiquement, mais on va lui faire voir ses problématiques différemment. Et quand il est en équipe, ça permet au manager de rééquilibrer un petit peu mieux la charge qui généralement pèse en grande partie, en très grande majorité sur les épaules du manager et de rééquilibrer la charge sur l'ensemble de l'équipe. Voilà, pour que l'équipe soit autant concernée par ce qui se passe que le manager. L'idée, c'est ça. Et donc, tout vient de la bonne posture du manager et de quelques techniques élémentaires de coaching qu'on diffuse et qu'on apprend et que les managers pratiquent pendant 2 mois. Voilà pour faire très rapide le cadre de la formation qu'on dispense à la région aujourd'hui. Ça fait maintenant, ça fait presque 2 ans qu'on le fait et il y a bientôt 70 managers qui seront formés. Là. À la fin du mois, on a un groupe de 10 qui arrive. Ça fera 70 managers qui seront formés à ces techniques-là. Voilà, donc il y en a presque une dizaine là, qui sont là ce soir pour témoigner de ce que ça a changé dans leur quotidien. Voilà, moi j'en ai fini, je réponds à vos questions avec plaisir s'il y en a dans le chat et puis je vous laisse la parole. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Mais ça, tu sais, Oui, comme un diesel, il faut que ça tranquillement. Mais je pense qu'il y en aura après les trois premiers témoignages. Donc vous aviez défini un ordre, je crois. Oui,
Le premier, je crois que c'est Francis qui témoigne en premier. C'est ça, Francis? Oui, pardon, Allez, j'avais un ok. petit peu de mal à réactiver le micro. Donc, je suis Francis Ouret, je suis responsable de service à la direction des sports de la région Occitanie. Et je manage une équipe de 9 personnes réparties sur 3 sites, Montpellier, Toulouse et la Maison régionale des sports, qui est à Montpellier, mais qui était dans un bâtiment annexe, éloigné de notre bâtiment de base. Donc, j'ai pris ce poste en novembre 2018 dans un contexte de fusion de 2 services en un seul. Et également, Jean-Luc l'a pas précisé, mais également dans un contexte de fusion, puisque la région Occitanie est issue de la fusion de la région, l'ex-région Midi-Pyrénées et l'ex-région Languedoc-Roussillon depuis le 1er janvier 2016. Et c'est quelque chose de très, très, très important et qui a bouleversé complètement les rapports des agents entre eux, des managers entre managers, des agents avec les managers. Donc, dans ce contexte-là, j'ai récupéré un service qui lui-même est issu de la fusion de 2 services en un seul, avec des agents d'un service qui avaient mal vécu justement ce rapprochement des 2 collectivités parce qu'ils n'avaient pas été accompagnés au changement. Et quant à moi, je suis passé d'un rôle de chargé de mission avec une forte expertise technique à celui d'encadrant dans la même direction. Donc, j'ai entamé la formation assez rapidement début 2019, ce qui m'a permis de tester en direct les apports des techniques et avec un partage et un soutien non négligeable du groupe, notamment grâce au rodage quotidien qu'évoquait Jean-Luc, qui sont un petit peu perturbants au départ, mais qui permettent quand même de partager, y compris nos angoisses, nos questions, et qui sont au final un fort soutien moral. Voilà, donc cette concomitance, ça m'a permis d'adapter mon attitude personnelle, et je me dis qu'avec le recul, cela m'aura été bénéfique, mais ça a surtout été bénéfique aux agents que je manage. Sinon, je pense que j'aurais un petit peu foncé. Je travaille à la direction des sports, donc les sportifs souvent on fonce, comme on dit, et on réfléchit après. J'aurais peut-être j'aurais certainement eu une attitude de pompier et de super manager qui avait réponse à tout. Donc, sans cette formation, vraiment, je pense que mon attitude n'aurait pas été en adéquation avec la situation. Au-delà des aspects de management individuel, j'ai également mis en place des réunions de service qui n'existaient pas, en m'appuyant sur la méthode que l'on a travaillée aussi lors de la formation, qui est la méthode des processus délégués. On l'a mis en place progressivement avec l'équipe. Ça a permis de nous adapter et notamment de vraiment nous adapter avec beaucoup d'agilité à la période de la crise sanitaire et du premier confinement qui a été assez brutal et qui a perturbé une grande partie de nos habitudes. Même si je faisais du management à distance, étant donné que les agents sont répartis sur 3 sites, mais ça a amplifié cette situation bien particulière. Bref, je fais souvent la comparaison avec les techniques de coaching sportif qui se développent depuis plusieurs années. Étant moi-même entraîneur, j'ai pu également utiliser ces techniques dans cette activité parallèle avec beaucoup de plaisir et de réussite, notamment grâce à la fonction incroyable qui est quelque chose de très simple, qui est le silence, et qui, pour moi, est devenu vraiment nécessaire à un bon accompagnement vers l'autonomie et au développement de nos collaborateurs. Voilà. Merci, Francis. Merci, Francis. Qui vient ensuite on va avoir 3 partages, 2 après Francis, et puis après on prendra les questions. Alors, c'est moi qui enchaîne. Je suis Dorothée Moussu, responsable de service à la direction des relations européennes et internationales, la région. Donc, en fait, on va faire un petit témoignage collectif, puisque parmi les intervenants, il y a également
mon adjoint Éric Monceau, parce que moi je suis à Montpellier, et donc il y a un responsable de service aussi qui est basé à Toulouse, et Emmanuela Fandoulis, qui est chargée de mission au sein de l'équipe, et donc qui va donner son témoignage en tant que réceptacle, on va dire, des nouvelles approches qu'on a expérimentées au sein de notre équipe. Donc moi, ce que je voulais témoigner sur les effets positifs de l'utilisation de la technique des processus délégués dans le cadre de réunions de service. Alors, Jean-Luc Neve n'a pas explicité en quoi consistait cette technique, mais très rapidement, parce que comme on est 3, il faut qu'on soit assez concis. Il s'agit de déléguer un certain nombre de rôles à l'ensemble des participants d'une réunion, donc c'est-à-dire que le manager ne va pas lui-même assumer les fonctions d'animation, de gestion du temps, de relevé de décision et de participants. Voilà, ces rôles-là sont répartis au sein de tous les collègues. Et donc, on a expérimenté cette nouvelle méthode avec mon adjoint, parce que ça faisait un moment qu'on essayait de faire évoluer le format des réunions de service pour les rendre dynamiques, plus participatives, mais sans vraiment de résultats concluants. Donc, grâce à ce changement de posture, notre changement de posture à tous les deux, l'application de cette méthode acquise pendant la formation, on a réussi à avoir des réunions beaucoup plus dynamiques, les rendre plus efficaces, avec une meilleure gestion du temps, une prise de décision qui se faisait collectivement, l'implication de tous dans le cadre de ces réunions et pas juste la parole au manager, et puis une vraie appropriation des sujets qui étaient présentés, parce que finalement les heures du jour sont devenues au fil du temps plus participatifs, avec la recherche de sujets pouvant intéresser vraiment le collectif et pas de sujets uniquement proposés par les managers. De plus, on a utilisé cette technique dans le cadre d'un petit groupe de travail restreint où on est où des collègues sont dans ce groupe de travail, mais aussi participent aux réunions de service, qui permet de nous entraîner et donc de voir plus rapidement les bénéfices de ces nouvelles techniques, et puis aussi pour moi d'avoir quelque part des alliés ensuite dans le collectif plus élargi, puisque ce sont des personnes qui ont expérimenté et qui ont vu assez vite les bénéfices de ces nouvelles pratiques. Moi, personnellement, en tant que manager, ce changement, ça m'a permis aussi de renforcer ma confiance en moi vis-à-vis de l'équipe, parce que parfois, c'est difficile d'arriver en réunion de service sur des sujets un peu complexes où on va se sentir un peu seul face au reste des collègues. Et donc là, la posture ayant changé et chacun s'étant approprié les sujets et étant partie prenante de la décision, ça change beaucoup les choses. Et puis, cette nouvelle technique nous permet aussi d'être plus en observation de ce qui se passe et en observation des jeux de rôle, des postures des uns des autres. Donc, on en apprend aussi beaucoup sur nos collègues. Voilà. Je laisse la parole à Eric, peut-être. Ouais. Voilà, je vais compléter rapidement ce que disait Dorothée. Alors, la particularité, vous l'aurez compris, c'est qu'on est un binôme. Alors, on est co-manager, je ne sais pas si ça se dit. Et très clairement, moi, je vais vous dire que, au point de départ, Dorothée m'a dit on va appliquer la méthode que nous a enseignée Jean-Luc. Et moi, j'y croyais pas du tout. Donc, ça fait 16 ou 17 ans que je suis chef de service. Effectivement, les réunions de service, ça ne fonctionnait pas. Un peu avec résignation, en me disant que finalement, c'est le job qui veut ça. On est un peu seul face à son équipe. Et bon, bref. Et puis, il faut dire ce que Dorothée n'a pas dit, c'est que en fait, ça marche très bien. Enfin, surtout, plus on le fait, plus on utilise cette méthode, et plus elle marche. Parce que il faut bien voir que ça change le système, ça change le rapport, dans le sens où ça n'est plus la réunion des chefs de service, et ça c'est important, mais c'est bien la réunion du groupe. C'est leur réunion, ils sont propriétaires de cette réunion aujourd'hui, et il y a tout un système d'organisation, comme un jeu de rôle au départ, avec chacun un rôle particulier. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est la partie décisionnelle. Cette partie décisionnelle, ils sont les premiers à se l'être appropriée, à dire qu'est-ce qu'on va mettre comme sujet à la prochaine réunion
et il y en a un qui va proposer, et chacun va se proposer dans un rôle défini, et ça marche, c'est devenu un automatisme. Effectivement, ça, c'est le premier changement, c'est un changement de système. Deuxième changement, c'est quelque part des questions de responsabilité, de renversement de la charge. C'est-à-dire que vous n'avez plus, enfin, les agents prennent en charge, ils sont actifs, directement impliqués, responsabilité. C'est leur espace d'autonomie, c'est leur espace d'initiative. Et c'est vrai que c'est plus la charge du manager. Et je vais vous dire que c'est quand même devient très égoïstement assez confortable et pourtant très productif. Alors, je pense aussi que c'est un facteur de crédibilité, parce que quelque part, je pense que ça a amélioré notre relation à l'équipe, et puis de crédibilité dans mon management. C'est-à-dire que là, concrètement, je démontre que moi, je suis capable de changer de posture. Je suis capable enfin, je donne le change quelque part à mon équipe. Ça, c'est pour moi très important, avec une obligation, bien sûr, et Dorothée pourrait le rajouter, c'est celle de jouer le jeu. C'est-à-dire que par contre, vous changez de posture, mais il faut aussi jouer le jeu de la production collective. Ça, c'est important. Et quelque part, alors j'insistais sur le fait, j'avais rajouté le fait qu'on soit co-manager. Être co-manager, ça c'est compliqué à apprendre. Et quelque part aussi, la méthode, elle apporte des réponses que l'homme ne sait pas apporter, je pense aussi là-dessus. Elle nous apporte beaucoup de solutions sur lesquelles on se gratte la tête. Mais vraiment, c'est un changement de système qui est très, très productif et très satisfaisant en tout cas. C'est devenu la réunion des agents. Bon, je passe la parole à Emmanuela qui pourra donner son point de vue d'agent. Oui, donc bon, je suis un témoin, on va dire, de la mise en œuvre de la méthode. Donc moi, je suis chargée de mission donc à la région. C'est vrai que je suis pas là depuis très longtemps, mais j'ai quand même vu les évolutions donc dans la mise en œuvre de cette méthode. Alors, au tout début, ça n'a pas été si simple que ça, hein, puisqu'on s'est d'abord posé la question, mais en fait, à quoi ça sert un chef de service, quoi? Parce que s'il n'anime pas les réunions de service, s'il ne fait pas le travail de coordination et s'il ne fait pas le travail de prise de notes, à quoi ça sert, quoi? Donc ça, c'était dans un tout premier temps. Mais bon, après, ça n'a pas été aussi simple aussi dans un premier temps parce qu'en fait, certains étaient… Donc, c'est un service un peu où il y a pas mal de chargés de mission et 2 assistantes. Et donc, c'est vrai que les chargés de mission ont quand même plus l'habitude, on va dire, d'être en autonomie, de prendre la parole, de s'exprimer. Et les assistantes étaient dans un premier temps assez en retrait. Donc, il a fallu un petit peu réapproprier les postures des uns des autres. Et donc, c'est vrai que dans un premier temps, ce n'était pas si simple que ça. Donc, ça a remis complètement en fait en question les postures de l'ensemble des personnes du service, quoi. C'est-à-dire que finalement, les assistantes, elles avaient autant de rôles à jouer ne serait-ce que dans la prise de notes ou dans la proposition, hein, puisque derrière, elles étaient autant co-responsables de la mise en œuvre que chacun d'entre nous. Et donc, c'est vrai que voilà, il a fallu un petit peu ce temps-là pour s'adapter. Mais après, ça a été quand même beaucoup plus bénéfique, puisque derrière, c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, on a cette problématique. Ce n'est pas la problématique uniquement du manager qui, bon, certes, peut aussi avoir des solutions, hein. Je veux dire, les ordres du jour ne sont pas forcément que à remplir uniquement par les agents, mais il peut y avoir aussi des points à mettre aussi à décision par les managers, hein. Mais voilà, donc ça a vraiment permis de mettre un peu sur un pied d'égalité l'ensemble des personnes du service. Je précise que des fois, il peut y avoir aussi une certaine frustration, hein, parce que, par exemple, quand on se donne des sujets impartis et on se donne un cadre, et ben, il faut vraiment que tout le monde l'applique. Et donc, voilà, il y a certains qui ont l'habitude peut-être de davantage parler que d'autres. Et donc, ils ont nécessité de devoir un peu se restreindre, de nécessiter un petit peu de se donner une dynamique, en tout cas une cadence générale. Mais au final, comme ça repose sur le collectif, tout le monde s'y retrouve. C'est quand même intéressant pour tout le monde. Et là où c'est vraiment le plus intéressant, c'est que derrière,
chacun vraiment s'approprie les décisions en disant que, bon, au moins, ça a été débattu. On n'était pas forcément tous d'accord. Chacun s'exprimait, mais au final, dans la plupart du temps, on arrive sur un consensus. Sur certaines réunions, je pense, il a fallu peut-être reprogrammer des sessions supplémentaires hein, parce qu'on n'a pas forcément réussi. Par exemple, voilà, on était sur la question de charge de travail de l'ensemble des personnes dans le service. C'est sûr, on ne peut pas forcément arriver sur des consensus dès les premières réunions, mais en tout cas, au final, dans la mise en œuvre, ça a vraiment permis d'avoir un consensus général et d'avoir une position unique dans le service qui a permis ensuite derrière de débloquer des points avec le management, on va dire, au-dessus. Voilà ce que je peux dire de mon témoignage. Moi, je suis plutôt on va dire favorable à la méthode. Après, je pense qu'il y a quand même, bon, excusez-moi, j'ai du mal. Et peut-être que tous les sujets n'ont pas forcément la même vocation à être traités. Donc, il y a peut-être des sujets qui méritent peut-être un peu plus de temps et plus de discussion. Voilà, il y a des éléments quand même à voir. Mais globalement, pour une réunion de service, ça permet d'être en tout cas au moins efficace et productif, comme disaient Eric et Dorothée. Voilà, merci. Merci. C'était notre second témoignage. Merci à tous les trois, Eric, Dorothée et Manuela. On a quelques questions, mais on les prendra après le troisième témoignage. Ok. Donc, j'enchaîne. Donc, moi, je suis Edith Crespin, je suis assistante d'un service portuaire, donc qui est décentralisé par rapport au siège. C'est pas moi qui ai suivi la formation, c'est mon responsable. Donc, moi, je suis là pour vous parler de l'application de sa formation dans notre quotidien au niveau du service. Je vais aussi parler des temps d'échange, du format des réunions de service. Donc, nous, ce qu'on a commencé à faire avant de mettre en place ce nouveau format, c'est de faire un sondage auprès des agents, voir ce qu'ils identifiaient de non satisfaisant et éventuellement assortir les critiques de propositions. Et ensuite, donc avec ce nouveau format, on arrivait à trouver des solutions qui correspondaient aux critiques, donc qui étaient principalement sur la durée des réunions, les points reportés, le manque de décision collégiale, etc. Donc voilà, on a mis en place ce nouveau format. Et au terme de quelques réunions, on a fait un bilan pour essayer de voir ce qui avait évolué et comment ça avait évolué. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que sur le premier point, c'est la participation générale était plus positive. Donc, il y avait une vraie interaction sur tous les sujets. Tout le monde s'investissait dans les rôles. On a eu la particularité dans un service technique opérationnel avec des agents de génie civil qui participent aussi à nos réunions de service qui sont loin de nos préoccupations administratives, mais qui font l'effort aussi de s'investir dans les rôles pour animer ou pour cadencer ou prendre des notes. Donc voilà, chacun est intégré dans la réunion au même titre. Il n'y a pas une voix qui pèse plus qu'une autre. Et puis, quelque chose qui est important, c'est qu'on a constaté qu'au niveau du temps, on n'a quasiment plus de points qui sont reportés aux réunions suivantes. Donc, on respecte parfaitement l'ordre du jour, on fait des efforts sur le calibrage du temps. Voilà, on sait quand ça commence, on sait quand ça termine. Donc ça, c'est bien, c'est une chose qui est bien. Et puis, on a un cas particulier, c'est que mon responsable de service est parti fin février. Et donc, depuis, on fonctionne sans lui. Et ce cadre-là, ça nous a permis une bonne transition en attendant son remplacement. Et voilà, on est autonome et on continue nos temps d'échange comme s'il était là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Excellent, ça. Merci, Edith. Merci. Une équipe auto-organisée, donc. Bravo. On essaie. Donc, on va prendre quelques questions. J'avais une question de Xavier. Je vais reprendre dans l'ordre. Xavier, tu avais deux questions, mais peut-être que tu as eu les réponses. Est-ce que les personnes encadrées doivent être accompagnées au changement d'attitude du manager coach?
Donc, les personnes qui n'ont pas été à la formation, si je comprends bien, Xavier, tu me dis si j'ai une bêtise. Hein. C'est ça. C'était plus les personnes encadrées, enfin, ceux qui sont sous le manager. C'est ça. Qui n'ont pas fait la formation et qui… Voilà, qui avaient l'habitude de recevoir des directives, des ordres bien précis, d'être cadrés. Donc, par rapport à cette nouvelle posture où ils ont plus de pouvoir de décision, plus d'autonomie à prendre, comment ça se passe la transition? C'est plutôt pour Edith et Manuela, peut-être, non? Ouais, ça serait intéressant, c'est vrai, c'est bien. Ouais, moi je peux répondre. En fait, nous, il ne nous a pas expliqué le contenu de sa formation, mon responsable. Simplement, voilà, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on consulte tout le monde, on essaie de voir, d'identifier ce qui ne va pas, et ensuite il amène, j'imagine, ce qu'il a retiré de sa formation. Il propose en termes de solutions, mais on propose aussi, on confronte et on arrive sur des évolutions qu'on a décidées ensemble, en fait. C'était plutôt comme ça, quoi. C'est pas quelque chose d'imposé. Il nous a pas expliqué, voilà, j'ai fait telle formation, ça va se passer comme ça maintenant. C'était plutôt de la consultation et des propositions sur la base de ce qu'il a appris et puis voilà, confronter avec ce qu'on pensait nous et appliquer. Voilà. Ok. Merci. Ouais, moi, je dirais juste aussi que du coup, l'accompagnement, c'est quand même eux qui le font, hein, puisqu'ils ils sont dans le service après-vente. Après, on n'est pas forcément formé à être, enfin, on va dire, accompagné plus que ça, mais c'est aussi, c'est un petit peu à chacun de prendre un peu ces nouvelles marques. Et comme dans tout changement, effectivement, il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps que d'autres. Donc, c'est pour ça que ce que disait Dorothée tout à l'heure, c'est qu'elle nous a un petit peu, elle a vu que dans notre petit groupe on était un peu plus actifs. Donc, c'est vrai que ça, du coup, ça a permis un petit peu plus d'être un peu plus force de proposition dans le reste du collectif et qui est venu peut-être un peu comme dans beaucoup d'organisations. Voilà, il y en a toujours qui mettent un peu plus de temps avant d'arriver et de répondre, mais ça se fait quand même en fonction des différentes personnes. Il y en a, ça se fait très tard, mais bon, ça se fait quand même. Oh, si je peux ajouter quelque chose, il faut être très clair, ça ne marche pas du premier coup, quoi. C'est comme le tennis, quoi. C'est la même. Donc, la transition, elle est très progressive. Voilà, ça peut aller très vite. Mais ce que je disais sur les réunions, la première fois, on s'est dit, on a présenté, ça ressemblait à un jeu de rôle et bon, les gens sont un peu très dubitatifs en disant, c'est quelque part, c'est quoi ce truc? On va faire quand même, tant bien que mal. Une deuxième fois, ça se passe mieux. Et puis finalement, on est arrivé à des automatismes. C'est la pratique aussi. Je pense que il faut le faire et le faire dans la continuité. Il ne faut pas y renoncer, quoi. Il ne faut pas dire, tiens, j'ai essayé, ça ne marche pas. Voilà, je faisais le revers à deux mains, je vais le tenter à une main, ça ne marche pas, j'arrête, quoi. Non, c'est même la comparaison du tennis, c'est très bonne. Donc, c'est là, il faut avoir la conviction que ça marche très bien. Ça, on est là pour en témoigner. Et il faut le pratiquer, quoi, en fait. Alors, ça surprend, hein, le silence, c'est quelque chose qui surprend beaucoup, hein. Surtout quand vous avez quelqu'un de bavard comme moi, quoi. Ok, on avait Loez, si je prononce mal ton prénom, tu me dis, qui demandait… Loïs. Ah, c'est Loïs, ok, ouais. Pardon. Ok. Pas de souci. Donc, il parlait, à un moment donné, vous parliez beaucoup de consensus, et Loïs, qui est pointu là-dessus, nous a demandé si c'était du consensus ou du consentement. La différence, c'est que dans le consentement, on peut ne pas être complètement d'accord. Je fais un raccourci, hein. Oui. On peut ne pas être complètement d'accord, mais on accepte la décision parce que pour le bien du groupe, en fait. On peut vivre avec. D'accord ? Donc voilà, c'était juste la question. Est-ce que ça veut dire que dans cette pratique-là, vous êtes obligé, je vais le dire comme ça, d'arriver à des consensus plutôt qu'à des consentements, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord? Mon sous-entendu, c'est que, quand on dit consensus, souvent, du coup, c'est un peu plus faible. Le consentement est potentiellement plus puissant parce que même s'il y a des frustrations ou des choses, elles ont été clarifiées. Et donc, comme mentionnait Jean-Yves, comme c'est dans l'intérêt du groupe, globalement, pour l'organisation, c'est plus fort. Quelqu'un peut répondre à cette question ou…
Non. Ouais, Eric, vas-y. Oui. Eric. Si, je témoigne là en tant que manager qui regarde le groupe travailler. Si je vous disais, il y a l'acceptation de la règle du jeu, ça c'est fondamental. C'est que la hiérarchie accepte le changement de posture et accepte la production du groupe. Donc après, j'ai envie de dire, la méthode, elle permet de lever un peu, elle apporte, ce que je vous disais, la méthode apporte des réponses que l'humain n'apporte pas. Elle permet de lever les questions et à un moment, on rééquilibre les postures, ce qu'a dit Emmanuela, les rôles. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, au départ, les assistantes disent, mais moi, ça ne me concerne pas ce débat. Puis quand on traite la question, elle dit, mais si, au fait, ça me concerne, j'ai quelque chose à dire. Donc, la solution collective, elle est par nature plus riche et c'est la richesse de la réponse qui fait le consentement en fait de tous. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Merci. Au passage, je voulais juste dire merci à vous tous pour votre ouverture, votre transparence et la vulnérabilité que vous nous avez offert là. C'était très chouette comme témoignage. Merci beaucoup. Francis, merci. Si je peux me permettre pour compléter, en fait, moi je dirais que également en tant que manager, certes il y a la force du collectif, mais en tant que manager, on doit aussi regarder un petit peu la position individuelle de chaque membre du groupe. Et on est toutes et tous pareils, hein. On n'a pas la forme tous les jours, et il y a des jours où ça va moins bien, et il faut être attentif à ce genre de posture, y compris la sienne, parce qu'il y a des jours où on n'est pas bien et il faut l'admettre et éventuellement en faire part à ses collaborateurs. Et je crois surtout il faut être attentif parce que mon expérience, c'est qu'il y a aussi des gens qui restent très en retrait au départ. Parce que nous, on est dans une collectivité territoriale, on est dans la fonction publique, et moi, j'ai des agents dans mon service qui travaillent à la région depuis plus de 30 ans, qui sont pas très loin de la retraite, et comme ils me l'ont dit un petit peu, bon, on en a vu d'autres, quoi. Donc, il faut aussi accepter ce genre de réponse, et sans jugement, hein, Jean-Luc. Et, et c'est important, et aussi être attentif aussi aux réactions et aux attitudes des uns et des autres pour laisser personne et accepter qu'une personne n'ait pas envie de rentrer dans ce système-là et reste un petit peu un observateur ou observatrice de ce fonctionnement. Et je suis pas convaincu que voilà, il faut aussi faire attention à la force du groupe. Okay. Voilà, qu'elle n'influe pas trop sur les individus. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, il y en avait une d'Alain, mais tu lui as dit qu'il aurait la réponse un peu plus tard. Tu lui as écrit qu'il aurait la réponse un peu plus tard. Après, sinon, il n'y a pas de... À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une question à poser, qui ne soit pas dans le chat, sinon on redémarre. On est à peine à 8 minutes, donc c'est bien. On redémarre? Allez, ben on redémarre, alors ok, go. Donc, le prochain intervenant, ben, ça peut être Fred, Grégoire ou Alain, au choix. Débrouillez-vous. J'y vais, moi, si vous voulez. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Donc, bonjour à tous. Grégoire Billat. Je suis donc responsable de la restauration dans un lycée. Donc, moi, mon retour d'expérience par rapport à cette formation, j'ai parlé de ce que, voilà, ce que j'ai fait tout seul. Je me suis en quelque sorte auto-managé pour trouver une solution sur mon. J'avais un manque de temps sur mes journées. J'avais toujours l'impression de courir après le temps et je voulais pas continuer comme ça. Je me suis donc auto-managé pour arriver en fait à la conclusion que je devais effectivement, comme l'a dit Jean-Luc dans l'introduction, laisser plus d'autonomie à mes équipes, que les agents fassent leur métier. Et il m'a fallu assimiler que ma position en tant que chef n'était pas la position d'un expert. Il m'a fallu quitter ce costume, j'ai presque envie de dire ce déguisement, et le faire aussi assimiler à mes équipes.
Alors moi j'ai eu un retour en fait positif très rapidement. Voilà, même s'il y a eu quelques hauts, quelques bas, il m'a fallu un petit peu voilà, accompagner mon équipe sur ce sujet, mais j'ai eu un retour positif très très rapidement. Je suis arrivé à me dégager du temps, j'ai envie de dire, enfin c'était presque 1 heure de temps chaque jour. Pour après pouvoir travailler moi sur des sujets qui concernaient, enfin qui étaient liés à mon rôle de chef de cuisine. Donc je leur ai laissé, donc ça a été la démarche a été super bien accueillie par mon équipe. Cette sensation un peu de liberté retrouvée, j'ai envie de dire, et d'autonomie. Voilà, on a moi j'ai quand même affaire, je suis face à des cuisiniers qui ont un certain esprit créatif et qui aiment bien pouvoir mettre en œuvre tout ça, mettre leur patte, leur touche, quoi. Voilà, ce changement de méthode, ça a été même au niveau de la communication, ça a été tout bénef pour moi. Il n'y avait plus cette communication descendante simplement, et moi j'avais des retours en fait d'informations, même des demandes sur ça peut toucher à tous les niveaux, sur du matériel, sur tout un tas de trucs que je n'avais pas en fait, puisque je pouvais pas tout seul voilà, maîtriser le domaine de 8 ou 9 personnes. C'était pas possible. Et ça m'a permis de travailler moi sur d'autres choses, donc sur de la recherche, sur des recherches de nouveaux fournisseurs. J'ai mis en place des petits déj anglais. On a une classe de collégiens, d'apprentis chefs avec une option cuisine. J'ai pu travailler sur les marchés. J'ai vraiment travaillé sur les marchés. J'ai pas simplement voilà survolé le sujet. Et ça m'a moi laissé donc sur mon travail, on va dire quotidien, ce que je faisais déjà. Alors, mais ça m'a permis de le faire, comment dire, avec beaucoup plus d'efficacité et de sérénité. Pour faire pour conclure en fait, j'ai travaillé sur un sujet avec les méthodes que Jean-Luc nous a appris en formation, et j'ai gagné 1 heure de temps quotidien. Donc c'est juste hyper positif. Et c'est pour ça que je continue d'ailleurs à travailler avec Jean-Luc sur d'autres sujets pour m'apporter encore d'autres bénéfices. Et je me suis aussi rendu compte que c'était applicable dans d'autres domaines, pas forcément que dans le pro, mais que dans le privé, ça pouvait aussi jouer. C'est plutôt sympa. Et donc, non, c'est vraiment, c'est tout bénef pour moi, pour mes équipes. Voilà, c'est vraiment un gain de confort, je dirais. C'est du confort. Ça, c'est reposant. Et tout le monde est beaucoup plus efficace après, derrière, après cette intervention. Voilà. Merci Grégoire. Voilà pour moi. Merci. Alain, je pense que peut-être que ça répond un peu à ce que tu disais dans le chat. Là, tu vois, Grégoire, à mon sens, il ne parle pas forcément de la réunion d'équipe, mais plutôt de sa posture de manière générale. Changement de posture en tant que manager, qui n'est plus le manager Superman, mais le manager qui va accompagner l'équipe, et du coup, il se libère du temps parce que l'équipe est plus autonome, etc. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose qui amènera de la réflexion à ce que tu as demandé tout à l'heure, et peut-être que les autres témoignages qui suivent t'apporteront d'autres éclairages aussi. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, tu remets une question dans le chat et on y répondra. Ok, merci. Et puis Dorothée a fait une réponse aussi autour de ça qui alimente, merci Dorothée d'ailleurs, qui alimente la réflexion, qui précise les choses par rapport à ce débat leader-suiveur, manager et consensus-consentement. Et ça donne d'autres éléments de réflexion autour de ce qui se passe en réalité, pas simplement au sein de l'équipe. Enfin, au sein d'une réunion, pardon, mais au sein de l'équipe. Quelqu'un d'autre? J'y vais. Allez, Fred. Donc, merci de me donner la parole. Donc déjà,
je souhaite confirmer que le changement de posture, moi, ce qui m'a permis de l'avoir, c'est l'entraînement. Sans cet entraînement, je ne pense pas que j'aurais changé de posture. Et de façon très concrète, la première des conséquences que j'ai pu observer, c'est que moi, j'avais à peu près entre 15 et 30 mails dans ma messagerie qui n'étaient pas à jour. Et désormais, ma messagerie est à jour. C'est-à-dire que j'ai toujours 2-3 mails, je la consulte à des moments précis. Et ce changement de posture me permet de détecter rapidement quel est mon rôle dans la sollicitation, si je dois déléguer, si je dois prendre ou si je dois traiter partiellement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'ai pu remarquer avec l'équipe, c'est que désormais, avant de venir me voir, elle essayait de réfléchir, de raisonner par elle-même et trouver une solution. Du coup, pour les agents, c'est hyper gratifiant parce que ça leur a permis de renforcer leur confiance. Et du coup, en guise de conséquence, ben, ça me permet de vraiment me préoccuper sur les sujets qui me concernent, c'est-à-dire de manager. Et du coup, ça me permet d'être proactif, d'aller à l'extérieur plutôt que de prendre les problèmes, de les subir. Et ce que je peux également dire, c'est que alors je ne sais pas si c'est chronique ou si c'est structurel, mais en ce moment, je peux dire qu'au service, le travail n'a jamais autant avancé. Et le confort que j'ai pu en tirer, moi, c'est que j'avais une charge de culpabilité permanente et qui a énormément baissé depuis cette formation. Parce que vraisemblablement, je ne prends pas toute la charge du service et elle est répartie collectivement. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je suis responsable du service mobilité à Mende. Voilà, et j'encadre une équipe de 3 personnes. J'en ai terminé. Merci Frédéric. Je vais terminer. Donc, Alain Baudet, je suis responsable de service transport mobilité à Cahors. J'encadre 6 agents. Et donc, moi, mon témoignage par rapport à la formation, c'est que il y aura 3 points. Ce qu'on m'a demandé de préparer, donc j'ai préparé. La première des choses, c'est que déjà, avant de faire la formation, il faut s'y inscrire. Donc, s'y inscrire, ça veut dire aussi qu'on est prêt à avoir une remise en cause quand même sur nos pratiques, de mettre en évidence nos défauts. Donc ça, vous me direz, c'est assez classique. Mais chez moi, ce qui a été important, c'est évidemment de trouver des réponses à ces défauts, à ces difficultés qu'on rencontre au quotidien. Et c'est aussi d'avoir des certitudes. C'est-à-dire, on n'est pas mauvais manager ni bon manager. On a quand même des points forts. Et j'ai retrouvé quand même pas mal d'éléments dans cette formation qui, je pense comme d'autres, que je pratiquais déjà, peut-être pas de façon efficiente, mais sur lesquels je n'avais pas toujours les mots. En tout cas, le fonctionnement et le processus existait déjà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être plus précis. C'est d'accepter, donc, évidemment, comme ça a déjà été dit, de faire confiance aux agents, hein, mais dans un sens différent. C'est-à-dire que les pratiques de silence, de questionnement, de ne pas régler les problèmes quand ils arrivent, mais plutôt aux agents de les régler eux-mêmes, de trouver des solutions, c'est d'accepter en fait que les agents, les collaborateurs qu'on encadre, hein, les collaborateurs qui travaillent avec nous, sont experts dans leur domaine, hein, sont ingénieux tout autant qu'on peut l'être. Et en fait, pour conclure, tout ça, c'est de dire, faites le process vous-même, puisque c'est vous qui faites le boulot, c'est pas moi. Et donc, qu'ils arrivent à faire un process ensemble qui leur ressemble déjà, avec des outils qu'ils maîtrisent. Et surtout, de créer entre eux une certaine complicité et pour utiliser les points forts qu'ont chacun d'entre eux. L'exemple le plus flagrant, c'est
voilà, la maîtrise d'Excel, par exemple. Chez nous, en administration, on travaille que sur Excel, mais on n'a pas de formation. Donc, il y en a toujours un ou deux agents, quand on se débrouille bien, qui sont experts dans Excel, et eux, ils trouvent des solutions par rapport à un problème que rencontre un collègue ou pour créer un process sur lequel on bute depuis quelques temps, parce qu'évidemment, le process, c'est un mec comme moi qui le fait, et moi, comme je ne fais pas le boulot, le process ne fonctionne pas, quoi. Donc, en gros, c'est un peu cette idée de lien entre les agents, d'interface, de créer vraiment des synergies. Et le fait d'avoir un recul dans le fonctionnement du service, eh bien, les agents, en fait, d'eux-mêmes, au final, s'entraident et en fait, ils ne viennent plus me voir plus tant que ça, ce qui en fait, provoque chez moi un profond ennui dans la journée. Et enfin, le troisième point, j'aimerais revenir sur les réunions de service, mais pas pour compléter ce qui a été dit. Moi, ce que je trouve très bien, en fait, dans le processus délégué, la première des choses, c'est aux agents de faire l'ordre du jour. Voilà. C'est encore un truc de moins que je fais. Mais l'ordre du jour, en disant, bah voilà, moi, j'aimerais qu'on traite ce problème, mais j'aimerais arriver à ce résultat. Et en fait, quand il l'expose au niveau du service, bah c'est assez surprenant parce que bien souvent, il y a là aussi, il y a la créativité qui s'exprime. Et en fait, j'ai trouvé ça, pour moi, ça a été super au niveau des réunions de service qui ennuient tout le monde, hein, il faut quand même le reconnaître. Et je trouve que là, ça a consolidé en fait le point précédent que je viens de vous dire, en créant une sorte de lien entre les agents, en disant bah oui, mais moi, il ne faut pas faire ça comme ça, je préfère faire comme ça. Enfin bon, voilà. Des idées en fait qui fusent et qui en fait se traduisent par des résultats. Hein. Et après, sur le fait qu'ils mettent eux-mêmes l'ordre du jour, en fait, les agents abordent des questions que moi-même, je n'aurais pas pensé. J'ai 2-3 exemples croustillants, ça va vous faire marrer, mais enfin, bon, je le dirai après si c'est utile. Et en fait, au niveau de ces réunions de service aussi, on définit des rôles ou pas, peu importe. Moi, je trouve qu'il y a un rôle qui est extrêmement important, c'est en fait ce qu'on appelle le coach de séance. Et je trouve que c'est bien, d'autant plus que si on met en coach de séance une personne timide, qui ne parle jamais, qui est toujours d'accord avec tout le monde, tout simplement parce que en fait, elle a le droit d'apporter un regard critique sur les attitudes des uns et des autres en réunion de service. Et moi, j'ai eu l'exemple de reprise où le coach de séance était une personne, les 2 personnes les plus timides du service. Et en fait, ils ont dit, bah oui, mais en fait, quand vous discutez entre vous, c'est toujours très énergique, voilà, vous connaissez bien, donc vous permettez d'avoir des attitudes très directes. Et moi, ça me gêne. Moi, ça me bloque, j'aime pas ça. Je trouve que voilà, c'est pas des bonnes pratiques. Et ça a permis, en fait, pour les agents concernés, hein, d'avoir un regard sur eux en disant, bah oui, en effet, tout le monde n'est pas d'accord avec ce fonctionnement, tout le monde n'est pas obligé de l'accepter déjà. Et en fait, au final, parce qu'en fait, c'est le final qui est important, bah, ça a permis de créer encore plus ce lien qu'il y avait avant. Et de tomber des barrières, de se rendre compte que finalement l'autre est plus sensible que ce qu'on peut l'imaginer, et que ça l'a mis mal à l'aise. Et voilà. Donc, voilà, c'est un peu les 3 points que je voulais aborder sur des exemples précis suite à la formation. Ok, merci Alain. Merci à Frédéric. Merci à son prénom, Abias, je ne sais plus. C'est Grégoire. Grégoire, pardon. Merci. On a un peu de temps pour les questions. Ouais. Je vais en prendre quelques-unes. Alors, je vais la poser, même s'il a eu une réponse, David, dans le chat. Hein, mais c'est parce que je pense qu'elle est intéressante pour tout le monde. C'est la question de David, c'est comment votre hiérarchie a-t-elle perçu ces changements et corollaire, les processus délégués en réunion de direction fonctionnent-ils? Sont-ils mis en œuvre? Donc, il a eu quelques réponses, mais… Moi, je peux répondre à cette question. Enfin, la hiérarchie, elle n'est pas au courant du fonctionnement dans le
de service, hein, parce que nous, on est dans un site délocalisé d'un Cahors, mais même, enfin, on n'est pas informé. Et ce genre de pratique, bien évidemment, n'est pas appliqué aux réunions de direction. Hein. C'est une pratique inconnue pour l'instant des directeurs, enfin en tout cas à ma connaissance. Eric, il faut à minima que le manager soit informé et impliqué dans cette démarche pour qu'elle puisse avoir lieu. Voilà, Oui, alors, un complément. Je peux me permettre. Oui, vas-y. Pardon Eric, excuse-moi, c'est Francis. J'ai coupé ma caméra parce que pour fluidifier un petit peu la connexion. Ouais. Juste par rapport à ce que dit Jean-Luc, on en a souvent discuté ensemble. En fait, on essaie de travailler aussi avec un petit groupe sur le changement d'attitude globale et le changement du système. Et ce qui a été pris en amont et ce qu'on a présenté à notre directeur général de service, c'était aussi il fallait que ça vienne de la base, en fait. Parce que par définition, tout ce qui est descendant et souvent se faire arroser, c'est pas agréable, hein, très franchement. Donc, le parti de dire, en fait, en essaimant, et là, je suis ravi d'entendre que on est à peu près 70 maintenant, en essaimant ces petites graines un petit peu partout dans notre grande maison de plus de 6500 collaborateurs hein, aujourd'hui quand même. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on se retrouve confronté à des blocages intermédiaires qui sont pas volontaires, hein, qui sont des habitudes et des positionnements de super directeurs ou de super directeurs généraux adjoints. Mais bon, il faut persévérer. Hein, ça fait partie aussi du système, quoi. Voilà. Oui, je voulais aller dans ce sens-là. Je dirais que bon, je vous avais fait une réponse écrite, hein, d'abord qui vient du mot hiérarchie, hein, c'est-à-dire un rapport de subordination, mais c'est surtout qu'il y a une confusion effectivement très ancienne et que Jean-Luc travaille à dépoussiérer. C'est la confusion entre le management et le pouvoir, le management et l'autorité, et il y a un changement de posture, un changement de système qui est difficile à vivre, je pense. Et plus on va monter dans l'hiérarchie, plus c'est difficile de perdre le pouvoir, enfin d'avoir la sensation de le perdre en tout cas. Et bon, je pense que c'est un travail progressif parce que je réponds aussi à la question de l'utilité. Non, on n'est pas inutile, on est plus utile. Voilà, c'est la façon de regarder les choses de manière différente. Mais est-ce que je suis utile parce que j'ai décidé de tout? Ben, on s'aperçoit que non, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et voilà, on a vraiment des choses qui sont, à mon avis, longues à faire évoluer. Et c'est un travail progressif, mais il faut persévérer. Je pense que même si votre hiérarchie, elle n'y croit pas, ça ne va pas dégrader le progrès que vous aurez dans votre équipe. Et il y a un aspect qui est important, je reviens à ce que disait Jean-Luc aussi sur la technique, on fait le parallèle avec le tennis. Quand vous avez la technique, vous pouvez penser au jeu, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas en train de regarder votre raquette, quoi. Et là, ces techniques-là, elles vous libèrent quand même dans votre management. Quand même. C'est intéressant. Tu peux ajouter un truc là-dessus, Jean-Yves? Oui, mais il y avait Edith qui a fait une belle réponse. Ah ben super, justement, c'est ce que j'allais dire. Sur l'utilité du manager, j'aimerais bien que, si tu veux bien, la donner, Edith, ta réponse sur... La question, c'était est-ce que l'objectif, c'est de rendre inutile le manager? Donc, Eric a donné une partie d'une réponse, une réponse. Et Edith, je trouve, a écrit quelque chose qui est assez intéressant, qui serait bien que tu partages. Ouais, donc, moi, je pense que, de mon point de vue d'agent, donc encadré, hein, j'ai une autre vision en fait de l'ancienne gestion à la papa, un peu où il y a très vertical avec quelqu'un qui parle, décide et puis les autres qui exécutent. Et ben, ce que je vois, c'est quelqu'un qui laisse la place, ça instaure un peu plus de respect, puis chacun trouve de l'autonomie en fait. Donc on y gagne, c'est du gagnant-gagnant. J'imagine qu'il dégage du temps de son côté pour faire pour ces sujets à lui, et puis nous de notre côté on est capable à la preuve de fonctionner alors qu'il n'est pas là. Donc il n'est pas inutile, mais il a permis de faire assurer une continuité de service derrière. Merci. Ouais, c'est super ça.
Une réaction en complément, si vous voulez. Oui, Dorothée, oui, bien sûr. Disons que le fait que la hiérarchie, nous, elle est informée des changements qu'on a opérés sans forcément qu'on ait expliqué tout dans le détail. Mais c'est vrai que c'est pas parce que nous, on a changé notre posture et nos façons de travailler que ça insuffle aussi un changement sur les N+1. Donc, les réunions de direction, elles fonctionnent comme elles fonctionnaient et je pense que voilà, ce changement-là, il passera peut-être. C'est pas nous qui pourrons faire évoluer les choses, je pense. Il faudra un changement de perception, une compréhension, peut-être une formation aussi de la direction pour franchir des étapes. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est un peu l'encadrement de proximité qui a été formé au sein de la région Occitanie et ce serait intéressant que ça aille au-delà. Parce que parfois, ça peut effectivement générer des incompréhensions entre nous, ce qu'on met en place au sein des équipes et du coup, peut-être le temps que ça prend, parce que du coup, on est plutôt dans des processus de concertation, de consultation, d'échange, de co-construction qui ne sont pas immédiats, puisqu'on n'est pas directif. Et donc, il y a un décalage entre les attentes de la hiérarchie et nous, ce qu'on va pouvoir produire derrière. Donc, voilà, c'est peut-être, comme je le disais, la limite de l'exercice. Oui. Je vais rebondir dessus, Dorothée, si tu me permets. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que ça vous rendait plus efficace. C'est Grégoire, je crois. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est intéressant de voir que même si vous prenez un peu plus de temps pour prendre des décisions, il semble, c'est ce que j'ai compris, que en fait, malgré tout, vous arrivez à être plus efficace. Donc, il y a un paradoxe comme ça que je vois, mais je peux me tromper. Hein. C'est pas un paradoxe, c'est qu'on va être plus efficace, plus productif peut-être, dans le sens où la décision qui va être prise, c'est une décision du groupe. Du coup, on n'a plus à revenir dessus, on n'a plus besoin de l'expliquer, on n'a plus besoin de renégocier une fois qu'elle est acquise. Et après, du coup, tout le monde se met en ordre de marche pour la rendre opérationnelle. Donc, au sein du service, c'est hyper efficace. Si tu permets, Dorothée, je donne un exemple concret. On a redéfini notre organisation interne. On est arrivé au même résultat que si on l'avait fait nous-mêmes, à deux. La grosse différence, c'est que c'est l'organisation définie par le groupe. Elle est acceptée et mise en œuvre très rapidement. Ouais, voilà, sans débat. Donc, vous n'êtes pas plus lent, en fait. Le temps est placé à un autre endroit, en fait. Voilà. L'investissement est différent. Ouais, ok. Ok. J'ai une question qui était sur le mot entraînement. Alors, vous avez utilisé le mot entraînement, vous avez utilisé le mot rodage aussi. Et la question d'Alain Piard, c'est de dire le mot entraînement est venu souvent, est revenu souvent. Sous quelle forme? Entre former pour être d'abord en protection ou de suite avec les équipes? Donc, est-ce que vous avez travaillé entre vous d'abord, vous êtes entraîné entre vous d'abord dans ce qu'il appelle un environnement en protection, donc entre vous, je pense, et puis ensuite vous avez travaillé avec vos équipes ou vous allez tout de suite travailler avec les équipes? Alors, je peux répondre, hein, c'est le but de la formation de s'entraîner entre nous, justement, hein, c'est ce qu'expliquait Jean-Luc. On est entre pairs et on s'est exercé pendant des mois entre nous. Et Jean-Luc avait bien précisé très rapidement, surtout, n'expérimentez pas immédiatement ce que vous êtes en train d'apprendre sur vos équipes. Enfin, voilà, il y avait vraiment cette idée il était important d'acquérir un certain nombre d'automatismes. Et puis, ce qui nous était enseigné en début de formation, c'était un peu les prémices et en montée en puissance au fil des semaines. Donc oui, on s'est entraîné d'abord entre nous. On peut continuer à le faire entre nous justement pour suivre l'exercice parce que on a besoin d'entraînement parce que c'est pas inné en fait cette posture-là. Et moi je me rends compte ces temps-ci on n'a plus l'occasion de s'exercer et il y a des choses qui se perdent malgré tout. Et donc, voilà, on le disait avant de se connecter tous ensemble, qu'il serait utile de reprendre un peu les séances d'entraînement pour
retrouver ces automatismes une fois qu'on est confronté au groupe ou à l'agent pour réagir comme il faut. Donc, c'est une compétence qui s'acquiert par l'entraînement et qui s'entretient par l'entraînement. C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est ma réponse, mais je laisse. Oui, c'est ça. Ouais. Si je peux me permettre pour compléter, pardon, pour compléter. Non, je ne complote pas contre toi, Dorothée. C'est drôle. Pour compléter, ben voilà, en disant des bêtises, j'ai perdu le fil. Oui, alors en fait, ces entraînements, ce qu'on appelle, que Jean-Luc a nommé rodage, en fait, on amène un problème à notre partenaire pour le mettre en situation d'écoute et de manager coach. Ben, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec cette technique-là, on règle énormément de problèmes. Professionnels, mais aussi personnels, parce que c'est tout azimut, parce qu'il faut trouver un problème ou 2 problèmes par jour quand même à régler, hein, et au bout d'un moment, ben, on a l'impression qu'on n'a plus de problèmes. Et ben, on en trouve tout le temps. Hein, ça peut être des choses très basiques de la vie de tous les jours. Comment je fais pour réorganiser le rosage de mon jardin, ou voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais ça permet, en tout cas moi, ça m'a apporté énormément sur le plan professionnel, hein, pour être un petit peu plus dans le contexte. Ça m'a apporté, comme je vous disais, moi j'ai pris mon poste et en même temps j'ai fait la formation. Donc contrairement à ce qu'évoquait Dorothée, j'ai pas du tout écouté ce que disait Jean-Luc et j'ai immédiatement appliqué les choses. Donc ce qui m'a créé énormément de problèmes. Donc ce qui m'a créé aussi énormément de sujets de rodage avec mes collègues. Donc voilà. En fait, comme on le disait, et comme en tant qu'entraîneur sportif aussi, voilà, c'est par la répétition qu'on acquiert la fluidité. Et le jour où on répète moins, comme tu le disais, Dorothée, ben, on perd de la fluidité. Donc là, il est temps de nous remettre l'entraînement. Ok. Oui, il reste un petit quart d'heure. D'autres questions? Avant il y avait, j'avais une question que j'ai retrouvée, qui était plus technique en fait, je sais plus qui c'est, de Mahamadou, oui, je crois, oui c'est ça, c'était de Mahamadou, qui était autour de la technique. On en parlera à la fin. Il y a 3 autres messages. Il y a une question, c'est quoi le rodage? Est-ce que tu veux que j'y réponde rapidement? Oui, réponds rapidement. Ouais. Le rodage, en fait, c'est simplement des moments où les gens qui font la formation se retrouvent comme sur un cours de tennis 2 par 2 pour s'entraîner à des gestes techniques qu'ils ont vus en formation précédemment. Donc voilà, le silence, des questions précises, des techniques, etc. Donc plusieurs techniques qu'on voit en formation. Ils doivent trouver un partenaire de jeu chaque jour, entre 20 et 30 minutes, pour s'entraîner à mettre en pratique réellement la technique qu'ils ont vue. Et ça dure 2 mois tous les jours. Voilà pourquoi on appelle ça du rodage, parce que c'est du rodage quotidien, un peu comme les coups droits ou les revers au tennis. On en fait tous les jours avec un partenaire différent qui fait partie de l'équipe des participants. Et voilà, on progresse comme ça tous ensemble. Ce que j'ai compris, c'est ce qu'a expliqué un peu Francis dans son exemple, en fait. Hein. C'est ça, hein, Jean-Luc? Oui. J'ai une autre question. Comment vos collaborateurs vous donnent du feedback? Sur quoi, Pascal? Du feedback sur la posture ou du feedback d'une manière générale? Pardon. Du feedback, un peu les deux, c'est-à-dire sur justement cette posture de manager-coach. Et positif ou pas, et sur leur ressenti. Qui veut répondre? Là, c'est au manager de répondre. Moi, je ne sais pas. Nous, on a le témoignage d'une collègue directement. Donc, moi, je trouve que c'est un bon feedback qu'elle ait voulu témoigner de ça. C'est déjà un retour. Oui, non, mais comme je l'ai dit, hein, mais il n'y a pas que du positif. Et quand il n'y a pas forcément du positif, on le dit aussi. Et puis, le but, c'est de s'améliorer. Si on est dans une démarche de progrès ensemble. Donc après,
c'est pas forcément des critiques pour critiquer, mais c'est vrai que bon, il y a des fois, on expérimente. C'est valable de notre côté aussi, mais je pense que c'est aussi apprendre effectivement la responsabilité qu'on peut acquérir aussi en tant qu'agent dans la mise en œuvre des différentes missions et dans la mise en œuvre aussi des nouvelles postures qu'on peut aussi avoir. C'est aussi ça, c'est nous responsabiliser aussi vis-à-vis de la mise en œuvre, et quand ça fonctionne pas, il faut chercher pourquoi ça fonctionne pas, et il peut y avoir des solutions aussi, quoi. Et on peut aussi proposer des solutions. Par exemple, au tout début, on avait mis en place des réunions d'une demi-heure. C'était vraiment, le principe était bien, sauf que derrière, on était tout le temps frustrés de ne pas avoir le temps de se dire, parce que déjà, il fallait que le téléphone sonnait toutes les 2 minutes. Donc, on a expérimenté, on a mis en place de nouvelles choses, on a fait des propositions, et c'est ça, à mon avis, la richesse de la méthode, c'est que du coup, il n'y a rien de figé en fait. Tout est discutable et tout est ouvert. Voilà. Et puis je pense que Alain avait un peu répondu quand il a parlé du coach de séance et de donner le rôle de coach de séance à 2 personnes qui étaient plutôt timides, Alain, et ce qui t'a amené des retours sur globalement l'équipe et toi aussi, non, je pense. Tout à fait. En fait, parce que là on va vite, mais le principe même aussi de cette formation, c'est quand même, il y a un socle. Le socle, c'est la confiance. Donc, à un moment donné, on a le droit de se gourer. Si on se gourre collectivement, on répare, quoi. Enfin, voilà, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique quelque part à se tromper et même collectivement, quand on prend une direction, de ne pas prendre la bonne. Donc, à un moment donné, c'est ça, c'est la confiance. Donc, la confiance implique beaucoup de choses. Implique le droit à l'erreur, implique aussi le fait de dire on n'est pas d'accord, implique, voilà, en fait, ça implique tout, la confiance. Donc, c'est pour ça que le feedback, pour moi, il a été, enfin, dans mon service, hein, il a été très positif, à tel point que là, on a fait les évaluations annuelles. Hein. Bon, j'ai eu des retours extrêmement positifs sur, par exemple, pas dit comme ça, mais j'ai un agent qui m'a dit j'ai l'impression que tout le monde est à sa place. Moi, je suis content d'être dans ce service, même si ça fait 20 ans qu'elle est là. Je redécouvre des choses, je prends plaisir à venir travailler. Enfin, voilà, c'est aussi ça, quoi. C'est des témoignages qui sont directs, donc c'est aussi un feedback au final sur le changement de pratique qui a été opéré dans le service suite à cette formation. Mais le socle, c'est la confiance. Voilà. S'il n'y a pas la confiance, automatiquement, tout est compliqué. Merci Alain. Merci Alain. Et un complément, juste peut-être, dire que dans la formation, on nous apprend justement à ne pas faire de feedback, mais des feed-forward. C'est-à-dire que l'idée, c'est le rôle du coach, hein, justement, dans les réunions et l'application des processus délégués. C'est le coach qui va faire des commentaires constructifs sur la prochaine fois, comment on pourrait améliorer les choses. Ça, c'est intéressant parce que ça s'applique à tout le groupe aussi, hein, pas uniquement au manager. C'est ça, c'est celui qui a le rôle de coach, hein, pas le coach comme peut être Jean-Luc. Hein. C'est bien ça. Hein. C'est celui qui a le rôle de coach de séance. Hein. C'est ce que j'ai compris de ce qu'a disait Alain. Oui, c'est ça, ok. C'est ça, c'est tournant, mais bon, c'est ça. D'accord. Merci. J'ai une autre question, il nous reste 7 minutes, qui est de Yann. Yann, tu avais posé une question. Alors, Yann, c'est mon compère au Business Agility Institute. Donc, je vais essayer de la faire en français, sa question. Non, je plaisante, parce qu'il est anglais. Ah oui, je l'ai trouvé. Comment mettre en évidence sa valeur ajoutée en tant que manager? Et il a mis une autre question derrière. Le fait que tout marche tout seul, en fait. Est-ce que vous avez rencontré, en tant que manager, une certaine... Comment vous mettez en évidence votre valeur ajoutée en tant que manager? Alors malheureusement, rien ne marche toujours tout seul. Hein. Je crois que ce serait vraiment... Je crois que c'est le premier... c'est ça. Ouais, c'est un monde idéal de croire ça. Ouais. Je crois que ça réussit le ressenti de votre équipe, le bien-être, le bonheur de votre équipe.
Est-ce que je peux apporter un essai de réponse là-dessus, Jean-Yves? Oui, ben oui. Le retour que j'ai, Yann, des personnes qui font la formation en tant que manager, au début, c'est un peu ce que disait Alain tout à l'heure en rigolant quand il a dit « j'éprouve un profond ennui ». Donc au début, c'est un peu l'ego du manager qui est un peu perturbé parce que le manager se dit « mais du coup, si je donne plus de réponse, alors à quoi je vais servir ?» C'est un peu ce que disait aussi tout à l'heure, je crois, Emmanuela, quand elle disait « mais à quoi sert le chef ?» Ça, c'est le premier effet. Mais très vite, cet effet, il est compensé. Et là, du coup, je vais venir à ta question. Le manager se rend compte qu'en fait, son rôle, c'est plus du tout de donner des réponses à des agents qu'il aurait trouvé de toute façon si on leur avait laissé le temps. Mais son rôle, c'est au contraire d'être celui qui est le garant d'un système dans lequel l'équipe va se développer. C'est-à-dire que le manager, maintenant, c'est lui qui est le garant de ce système et de faire en sorte que ce système va perdurer. Et l'équipe sait qu'avec ce chef, c'est génial. On a la possibilité de travailler dans un système qui est comme ils l'ont défini. Et ça vient de la posture du manager, ça. Ça vient de la posture du manager. Donc, dans l'idéal, le manager peut pousser ce système-là assez loin pour que même si le manager change, le système soit suffisamment fort pour perdurer, même si un manager plutôt autoritaire arrive. Mais dans l'absolu, quand il est en place, son rôle à lui, c'est ça. C'est d'être le garant de ce système-là. Et c'est ce que recherchent les agents. C'est ce système qui leur permet de vraiment progresser, de s'exprimer, de collaborer, etc. Donc le manager, il a ça comme utilité qui est beaucoup plus important que l'utilité de quelqu'un qui donne des réponses. Donc voilà, c'est un changement on va dire, de logiciel chez le manager. Je peux compléter juste. En fait, en effet, tu as raison. Et je dis ça tout à l'heure pour rigoler, mais maintenant, moi, j'ai beaucoup plus de temps c'est vrai, pour des questions stratégiques. Et comme le disait Dorothée, on est toujours évidemment parasité par des urgences, par des demandes complémentaires qui arrivent d'un peu partout. Et en fait, je passe mon temps parfois à prioriser les actions et dire, bon, voilà, ça devient plus urgent qu'autre chose. Et voilà, en fait, ça ne change pas le fonctionnement du service, mais c'est en fait de remettre des priorités dans les tâches. Et moi, j'ai vraiment beaucoup plus de temps sur notamment le relationnel extérieur, par exemple, ou la stratégie, ou voilà, ce genre de choses, ou le développement, quoi. Donc, c'est sûr que nous-mêmes, on est moins parasité par la vie du service. Et c'est ce qu'avait dit aussi Grégoire, hein, je pense, quand il disait qu'en déléguant, il pouvait s'occuper d'autres choses, travailler sur les marchés, je crois que tu as dit, Grégoire, et donc t'occuper des choses qui avaient plus de valeur par rapport au service globalement, en fait. Hein, c'est ça. Ça. Ouais. On disait qu'on déplaçait la charge de travail, c'est exactement ça, en fait. Hein. On se concentre sur les tâches qui nous concernent réellement et voilà. On arrive à développer l'activité, tout simplement. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai, à part celle de il y a un chat encore. Juste des remerciements. Merci, David. Pendant que tu cherches des questions, j'arrive juste pour information. Oui. Si vous avez des questions qui viennent après le moment qu'on passe ensemble ici, puisqu'il est presque fini, n'hésitez surtout pas à nous contacter, ou en tout cas à me contacter, ça sera peut-être plus facile. Je pourrais mettre mon email sur le chat, vous pouvez le récupérer, je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà, sinon sur LinkedIn aussi, s'il y en a qui ont LinkedIn, vous pouvez me trouver facilement. Donc voilà, bien entendu, ça ne s'arrête pas là. Si vous avez des questions sur la façon dont on l'a mis en place à la région, sur plus précisément ce qu'on fait dans la formation ou quoi que ce soit, je répondrai avec plaisir. Hein, voilà. Et moi, j'enverrai un email à tous les gens qui sont inscrits sur le Meetup avec les coordonnées de Jean-Luc. Voilà, encore plus facile. Je ferai tout ça aussi. Voilà. Ah, j'ai un nouveau message. Qui sait qu'il y a une question à poser? Parce que c'est toujours moi qui les pose, mais en fait, je me suis mis dans un mode manager vieille école, donc c'est moi qui pose les questions, c'est pas bien. Je vais bien poser une question. Oui, Xavier.
Je me demandais, est-ce que c'est pas frustrant d'avoir un peu libéré l'équipe et, je sais pas, après votre attitude par rapport à vos propres managers, si c'est du management à l'ancienne, est-ce que vous avez essayé de convertir votre propre management à ces pratiques Qui veut répondre à cette belle question? Convertir, non, ça me paraît compliqué. Essayer de convaincre de l'intérêt de ce type de management, oui, mais voilà, après, ça dépend quel est le manager N+1 que l'on a au-dessus de soi et dans quelle mesure il est en capacité ou pas de s'approprier ce type de démarche. Et corollaire et en transverse. Ah, Edith, tu voulais dire quelque chose? Pardon. Ouais, nous, on a essayé de sensibiliser un peu les autres managers de la direction, donc qui sont au même niveau que mon responsable, en leur envoyant nos comptes rendus de réunion de service pour leur montrer que c'était chouette. Mais ça n'a pas forcément pris. Donc, je pense qu'il faut être volontaire, déjà que le manager soit volontaire en face pour faire ce genre de démarche et s'inscrire dans ce genre de formation, puis que l'équipe soit OK aussi. On a tenté, ça. Ok. C'est 7h30, Jean-Yves, qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on a terminé. Vous pouvez. Moi, j'ai une question qui restait, qui était tout au début, mais qu'on avait repoussée à la fin, qui est voilà. Donc la session est terminée. Je vous remercie beaucoup. Je vais remercier et on prendra la question après parce que tu peux rester, Jean-Luc. C'est une Oui, question je peux pour rester toi, quelques minutes. Il y en a qui veulent rester. Là, comme on avait dit 19h30. Donc, comment est née cette méthode? C'était ça la question. Donc ça, tu peux y répondre. Je pourrais y répondre, oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. On est beaucoup à avoir été, parce que j'ai reçu des messages en privé aussi, on est beaucoup à avoir été touchés par votre sincérité, votre humilité, votre vérité. Donc ça, c'est génial. Bravo, merci. C'est quelque chose qui est assez rare pour le souligner. Bravo pour le travail que vous entreprenez. Moi, je suis super content que ça soit en région Occitanie parce que c'est mon pays, donc c'est un peu de chauvinisme. Mais voilà, donc merci beaucoup d'avoir pris du temps pour être avec nous et d'avoir participé à cet événement et qui est enregistré et que j'espère on pourra diffuser à grand nombre, notamment à vos N+1 et N+2, parce qu'à mon avis, ça peut être intéressant que vous l'utilisiez pour leur montrer qu'il y a des choses qui se passent chez eux et qu'ils ne voient peut-être pas. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. On va répondre à une question qui était et sinon vous pouvez partir. Hein, voilà, vous êtes libre. Voilà, voilà. Ceux qui veulent rester, peuvent rester, mais voilà, maintenant c'est avec alcool. C'est effectivement l'heure de l'apéro. On reste alors. C'est effectivement l'heure de l'apéro. Donc la question c'était est-ce qu'on peut avoir quelques éléments qui ont permis la naissance de cette méthode? Alors, méthode est entre côtes. Voilà. Oui. Alors, du coup, je m'y colle. Oui. En fait, la méthode, entre guillemets, soit les processus délégués et même le cadre pédagogique de la formation qu'on dispense, c'est assez fortement inspiré, mais en beaucoup, beaucoup plus léger et beaucoup plus modeste, d'une formation que dispense un coach qui s'appelle Alain Cardon. Voilà, et que j'ai personnellement eu la chance de suivre. Donc, le cadre pédagogique est inspiré de ça. Bien entendu, le contenu est très allégé et je ne prétends absolument pas avoir les compétences pour faire ce que fait Alain Cardon. Mais en tout cas, c'est inspiré de ce que j'ai vécu en formation avec ce coach-là. Voilà, la genèse, c'est lui. Et les processus délégués aussi. C'est Alain Cardon qui est à l'origine de cette technique qu'on appelle, qu'il a appelé d'ailleurs les processus délégués. Donc, c'est très inspiré de ce grand monsieur du coaching, de l'accompagnement des entreprises. Et moi, je vais rajouter une petite chose pour ceux qui sont dans l'industrie, qui ne sont pas dans l'administration. Ça ne marche pas que dans une région comme l'Occitanie, que dans l'administration, parce qu'on avait tout à l'heure, qui est parti, une personne qui utilise ces techniques-là et qui est chez Leroy Merlin. On a quelqu'un de la CHEM qui était là, donc industrie,
Donc, il y a des gens chez Continental qui l'utilisent. Voilà, donc c'est intéressant de voir que c'est pas que simplement parce que c'est une administration, parce que c'est la région, ça marche aussi dans des entreprises privées très industrialisées avec des fortes attentes de résultats. Donc ça, voilà. C'est important de le souligner. Donc, Jean-Luc et moi, on se connaît parce qu'on a fait Alain Cardon, voilà, tous les deux. On fait Alain Cardon, hein, on est cardonisé, et puis après, on essaie de se libérer de cette cardonisation en faisant des petits trucs à côté. Pascal, tu avais levé la main? Oui. Je me demandais donc, tous ces managers N+1, etc., qui sont dans un processus descendant, vraisemblablement, ont-ils approuvé la démarche à un moment donné ou financé la démarche? Et dans ces conditions, je me questionne et je me dis, mais qu'en attendait-il, puisque visiblement, ils sont un peu imperméables aux résultats ou en tout cas aux signaux plus ou moins forts ou faibles qui émergent et qui commencent à émerger. Donc, voilà, c'est plus une remarque que je me faisais, mais est-ce qu'ils ont été… comment ils ont décidé, s'ils ont décidé? Alors, du coup, je vais répondre aussi. Hein. En fait, ça s'est passé au démarrage tout simplement parce que moi, je suis coach interne à la région, hein, coach et formateur interne. Donc, j'ai fait une proposition de mener en interne une formation pour les managers. C'était une première. Il n'y avait pas de formateur management interne à la région avant que je propose ça. Et donc, effectivement, ça a été validé par le comité de direction et ça a été fait de manière assez simple. Ils ont dit, OK, on fait une expérimentation sur un premier groupe et on regarde ce qu'en pensent les managers qui ont suivi la formation et on regarde ce qu'ils disent de leur retour. Il y aura d'autres sessions ou pas. Et comme les retours ont été très bons du premier groupe, ça a continué sur un deuxième, puis un troisième. Et maintenant, c'est quelque chose qui est accepté, bien entendu, par la direction parce que ça fonctionne bien et que les managers sont satisfaits du résultat. Après, pour répondre à la première partie de ta question, les N+1, on constate que au début, je pense au moins sur les 40 premiers managers formés, donc c'est des sessions d'à peu près 10 à 12 personnes, il n'y avait pas de manager de niveau directeur dans les formations. Et maintenant, le bouche à oreille, peut-être, je ne sais pas, mais je l'imagine comme ça, a fait que sur le dernier groupe, il y a 3 personnes qui sont de niveau directeur, qui se sont inscrits à la formation. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, mais ce que je me dis, c'est que peut-être que ça commence à diffuser, mais plutôt de bas en haut, du coup, les échos commencent à être intéressants et certains managers qui sont au niveau direction et qui sont enclins à aller vers une démarche d'amélioration personnelle sur leur pratique, commencent à s'y inscrire aussi. Donc moi, j'y vois plutôt un bon signe. Après, c'est peut-être le hasard, peut-être que la prochaine fois, il n'y en aura pas, mais en tout cas, voilà, ça commence à diffuser. Et avec 70 personnes aujourd'hui, managers formés, ça commence à faire du monde quand même qui est concerné par ça, parce que chaque manager a à peu près en moyenne au moins une dizaine de personnes à encadrer. Ça fait à peu près 700 personnes directement concernées par ce changement de pratique, de posture, etc. Donc voilà, ça commence en tout cas maintenant à être intéressant. Et je vais suivre ce qui se passe, je pense, de la prochaine année. Forcément, je suis aux premières loges, mais très attentivement, parce que voilà, avec 700 personnes concernées par ça, je pense qu'il peut se passer des choses intéressantes maintenant sur les pratiques au niveau de la région Occitanie, d'autant plus que les élections arrivent en juin. Et voilà, avec un nouveau mandat, peut-être une nouvelle dynamique et peut-être des ambitions un peu fortes à ce niveau-là, c'est pas impossible. En tout cas, moi, je l'espère. Merci pour ta réponse. J'ai une petite question. Oui, David. Jean-Yves, vous avez commencé un petit peu à l'aborder parce que je pense que ça n'avait pas été très, très clair. Je ne connais pas trop le public de ces conférences, mais l'aspect administratif, fonctionnement d'une collectivité est quand même relativement différent, on va dire, du secteur privé, pour caricaturer. Je voulais savoir, moi, avoir un petit peu des retours sur les différences, justement, d'applicabilité de ce style de formation entre le public et le privé. Et seconde question, savoir s'il y a d'autres expériences de ce type, alors pas forcément à cette échelle, mais dans d'autres collectivités, et si vous avez des réseaux d'échange ou si entre vous, quel retour il peut y avoir?
Tu veux que je réponde ou tu prends, Jean-Luc? Je prends le premier et tu prends le côté réseau. Moi, Ouais. je sais pour le premier, je ne sais pas pour le deuxième. Ouais. Donc, si tu veux. David, sur le côté public-privé ou même de manière générale sur on va dire à qui peut s'adresser ce type de formation, la réponse elle est assez claire, c'est vraiment à tout manager, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit la branche, quel que soit le type d'entreprise. D'ailleurs, même là, hein, au niveau de la région, on voit bien, il y a des managers qui sont, on va dire, des managers de services généraux type bureau. Il y avait Grégoire qui est responsable de cuisine. Il y avait Alain et Frédéric qui sont eux plutôt dans un secteur sur une unité territoriale très axée sur le terrain. Et ils gèrent des voies de bus, de trains, etc. Donc rien que là, au niveau de la région, c'est très hétérogène et ça fonctionne. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui aujourd'hui utilisent par exemple des processus délégués ou ce type de méthode formée par Alain Cardon et d'autres d'ailleurs dans des entreprises privées. Et ça fonctionne très 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 bien. Donc pas de problème. Et tu disais, est-ce qu'on a des exemples d'autres endroits où je peux parler, excuse-moi Jean-Luc, je parlais de la question de l'applicabilité et de l'acceptabilité entre le public et le privé. Oui, c'est pareil. Nous, les retours qu'on a d'entreprises comme Nokia, Leroy Merlin, Continental, qui étaient là, hein, ils sont venus. Il y en a plein d'autres. La HM, c'est applicabilité. Et même sur des éléments où on pensait que ça serait difficile, si tu veux, on a des retours. Jean-Luc a eu des retours de gens de la HM, par exemple, qui sont des managers qui généralement se mettent pas en réunion, qui sont alpagués dans les couloirs parce qu'ils gèrent des centrales hydroélectriques et ça marche et ils fonctionnent. Et surtout sur leur posture, évidemment, les rôles délégués, quand on est dans un couloir, c'est plus difficile. Et quand ils font des réunions avec leur chef, ça fonctionne. Donc, en termes d'applicabilité, ça a l'air de couvrir pas mal de choses. Voilà. Il y a et je vais donner un autre exemple. Il y a quelqu'un qui le fait au Chili avec des hôpitaux privés et publics et qui utilisent ça complètement et ils font un carton sur la gestion de la crise Covid, par exemple. C'est un Français, mais bon, nul n'étant prophète en son pays. Il est parti au Chili et au Chili depuis combien ça fait de temps qu'il est 8 mois à peu près qu'il est au Chili. Presque un an. Ouais, 8-10 mois qu'il est au Chili et en fait ils font un malheur et il y a une réorganisation des services médicaux. Donc quelqu'un me posait la question sur le médical. Ça fonctionne super bien, quoi. Ça fonctionne super bien. Et il y a un truc important que disait Alain tout à l'heure, c'était la confiance. Et en fait, quand on regarde cette expérience à grande échelle dans ce milieu médical, ou si on regarde une expérience comme celle qui a été faite à Repsol, hein, donc qui fait de gaz, pétrole et gaz, on voit qu'il c'est une constante. Il y a une constante qui est la confiance, qui se crée en fait, hein, qui se crée par l'écoute, par cette posture. Voilà. C'est le retour qu'on a de grands exemples dans des industries très très différentes entre l'industrie pétrolière chez Repsol et les hôpitaux publics et privés, puisqu'au départ c'était que les publics, que les privés, puis c'est passé sur les publics. Au Chili, on a des gros exemples. Voilà. Donc ouais, David, c'est pas lié au fait que ce soit une collectivité, soit une entreprise privée, soit un secteur particulier. C'est très général. Et sur la seconde partie de la question, sur le réseau, sur les retours des collectivités? Ah, c'était moi ça. Alors, retour des collectivités, ça c'est vous? Parce que moi, je n'en connais pas. Moi, je ne connais pas de collectivités qui ont déployé de la formation, on va dire à moyenne échelle comme la région, de techniques de coaching comme ça, assez poussées, avec une formation exigeante comme celle-là. Je ne connais pas. Je sais que Orange le fait, je crois que c'est en Roumanie, où ils ont formé des managers et des cadres dirigeants sur un gros centre, parce que la directrice générale était elle-même volontaire pour faire ça, et elle a formé, je crois, 60 cadres subalternes, ceux de plus haut niveau, à des techniques de coaching, etc. Mais en collectivité, moi je n'en connais pas, mais par contre, je serais hyper preneur.
si jamais il y avait des exemples, parce que j'aimerais bien me mettre en relation si ça se fait ailleurs. Merci Dorothée. Ouais, et la mairie de Colomiers avait essayé quelque chose, mais c'était pas abouti. Et ça a fait un flop à côté de Toulouse. Mais bon, voilà. Moi, j'étais intervenu après eux. Donc voilà, ça marche dans tous les secteurs. J'ai oublié de citer la Société Générale. Bon, on a des gens qui font ça aussi. Enfin, bon, voilà. Ça marche dans plein de secteurs. Donc il n'y a pas un... Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on peut répondre ou est-ce qu'on conclut la conférence? On va conclure là. On va conclure. Ok, ben merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre participation jusqu'au bout. Bonne soirée. Voilà. Et puis dès qu'on peut, la vidéo sera dispo. Donc je vais envoyer un mail avec tous les liens pour que vous voyez où trouver la vidéo. Donc, qui va être sur le site YouTube, sur la chaîne YouTube de Business Agility Institute, mais je vais faire un mail, via le Meetup et pour tous ceux qui se sont inscrits, en fait, auront le lien et puis ceux que j'ai, voilà, c'est tout. Vous aurez tout. Merci encore. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Jean-Luc, je me permettrai de revenir vers toi. Oui, avec plaisir. Une problématique qui n'est pas la même, mais un peu similaire. C'est que je dois travailler, je travaille avec des consultants qui sont en entreprise, qui prônent le manager coach, etc. Mais en fait, c'est les faire travailler eux sur une posture de coach en tant que consultant vers leurs clients. Alors, n'hésite pas à me contacter par ailleurs. Oui. Je serai avec plaisir, je répondrai. Juste comme ça, tu as parlé de consultant et de coach. Pour moi, c'est antinomique. Donc, s'ils sont consultants, pour moi, ça va être très compliqué pour eux d'avoir une posture de coach. Parce que par définition, c'est à l'opposé. Oui, mais justement, c'est... Mais en tout cas, peut-être qu'on peut... C'est une question sur les... C'est pas sur la totalité de leur activité, mais sur une partie quand ils font travailler leurs clients. Oui. Ok. N'hésite pas à me... J'ai mis mon mail sur le... Je ne sais pas si tu as vu sur le chat. Ok, avec plaisir. N'hésite pas. Et sinon, peut-être sur LinkedIn ou... D'accord, ok, très bien. Ok. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci à vous. Bonsoir Jean-Yves. Ciao, ciao.